Ça enregistre. Et ça enregistre. Bonjour Jean-Robin, salut. Salut Pierre. Alors il fait bonjour à tous qui nous rejoignez. Alors Jean, il fait beau et chaud chez toi. Ça va être difficile d'atteindre les 19 degrés. Voilà, on n'y arrive pas, sauf avec la clim. C'est ça. Ici, il doit faire 6 et j'ai pas de chauffage. Là, mais ça va, avec un pull, on est bien. Alors, Polynésie pour chez toi, montagne suisse pour chez moi. On va parler de gens qui sont partout, malheureusement, qui se croient qui croient tout savoir, qui se trompent quasiment tout le temps et qui sont délirants, dont tu as écrit un livre fascinant, très intéressant, Les délires des anticomplotistes, qui est accompagné par un autre livre que je n'ai pas lu, mais que tu vas nous montrer, parce que je ne l'ai pas chez moi. Un petit livre de 800 pages, grand format. Voilà. Encyclopédie des fake news, des grands médias. Donc, c'est deux livres qui vont ensemble, qu'on peut lire indépendamment, mais ils se complètent très bien, je trouve. Alors, quand j'ai commencé à lire ce livre, évidemment, une grande partie des éléments, comme je suis un pestiféré également, m'étaient relativement familiers, mais je suis allé voir ta fiche Wikipédia. Peut-être on va commencer par là. Ouais. Et écoute, moi j'ai beaucoup de respect pour ta grande capacité à travailler. Tu fais un travail que peu de gens font et il faut, je le dis à ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas abonnés à ton Patreon, ou non seulement tu fais un travail quantitatif qui est énorme, mais en plus tu es l'un des seuls à traiter un sujet et alors, d'un point de vue théorique, tu peux avoir raison comme tu peux avoir tort. Je vais dire pourquoi je pense que tu as plutôt raison. Mais néanmoins, ne serait-ce que parce que tu es le seul qui attaque de front la problématique de l'influence du Parti communiste chinois, non seulement en Chine, évidemment, mais à travers le monde, c'est indispensable qu'on t'écoute. C'est indispensable qu'on analyse ce que tu nous expliques, d'autant plus que tu fais un travail, et ça, tu le sais depuis très longtemps, tu sais que je le sais depuis longtemps, de journaliste. C'est pas juste des opinions, c'est pas juste un avis. Il y a vraiment un travail méthodique de recherche. Ces dernières années, tu as fait un travail colossal avec les chroniques de la Troisième Guerre mondiale. Tu en es au tome 11 ou 12. Le 10 est sorti récemment, donc je travaille sur le 11. Là. Voilà. C'est un travail impressionnant. Et forcément, quand on va un peu à l'encontre de la doxa, on se retrouve avec des gens qui vous attaquent. Et je suis allé voir ta fiche Wikipédia, je vais te lancer là-dessus, excuse-moi, je fais une longue introduction, mais j'ai été choqué, c'est un grand mot, parce que à mon âge, plus rien ne me choque, mais néanmoins, j'ai été un peu outré, scandalisé de voir les conneries qu'on raconte sur toi. Mais vraiment n'importe quoi. Et pour en avoir quelques-unes sur moi, sur ma fiche Wikipédia, même en cherchant l'auteur de la citation, l'auteur de l'article, etc., même avec l'auteur qui dit « je me suis trompé, je voulais dire, je me suis trompé sur Pierrot », eh bien, il ne change rien. Et peut-être on va commencer par là. Comment est-ce possible qu'une source d'information qui est censée être à la fois libre, dont les modifications sont complémentaires, eh ben, le sujet ne peut même pas la changer, et comment est-ce possible que en fait, le complotisme, ce soit celui des censeurs et de ceux qui racontent n'importe quoi? Écoute, tu sais, moi je suis diplômé d'un master en intelligence économique de l'école de guerre économique et on a étudié la guerre de l'information notamment. Donc là, on est en plein dedans. Donc moi, c'est mon sujet. Donc je dirais c'est de bonne guerre puisqu'on est en guerre. Hein. Là, Macron a raison là-dessus. C'est une des rares fois où il a raison d'ailleurs. Donc si on est en guerre, ça veut dire il y a des gens qui mettent, tu vois, des miradors un peu partout. Moi, je vois un peu la France comme et même le monde maintenant. Mais parlons de nos deux pays même, puisque en Suisse, tu es impacté par Wikipédia aussi. Donc on est des démocraties au départ, où on essaye de l'être. Vous l'êtes beaucoup plus en Suisse avec la démocratie directe, mais disons qu'en France, bon, on a tu vois, il y a eu un référendum, bon, on l'a piétiné, mais on a eu un référendum quand même. Et donc ça commence à bien faire. Donc il faut rajouter une couche. Alors on va mettre des miradors tout autour de la société, des miradors numériques, des miradors informationnels, qui vont tirer à vue sur les dissidents ou des gens qui, tu vois, qui sortent un peu du lit Procust. Tu sais, ce lit Procust, là, c'est le truc égalitaire où tout le monde doit rentrer, quitte à te couper les pieds. C'est pas grave. Et donc, Jean-Robin, il a un peu sorti la tête, Piero San Giorgio, il a un peu sorti la tête, donc boum. Et c'est ça le but de la page Wikipédia, parce que la page Wikipédia, elle est permanente. Et on ne peut pas la changer. Je me suis renseigné, il faut que le truc ait moins de 3 mois pour pouvoir le changer. Moi, ma page, elle date de 2008, donc c'est mort, tu vois. Et même si c'est faux, même si c'est diffamant, même si c'est du harcèlement permanent, donc ça,
j'ai eu forte affaire avec certains là qui revendiquent les Tristan Mendès France, les Thomas Durand et les zététiciens anticomplotistes machin, qui défendent dans une affaire qui a été lancée par Aberkan et François, l'idée que Wikipédia serait très objectif, la plus objective du monde. Alors c'est vrai, certes, sur des fiches de personnalité, ça peut, mais c'est pas grave les gars, il faut vous y faire. Voilà comment ces gens-là, qui te prétendent être le summum de la vérité, de la recherche de l'objectivité, ouais, on te piétine, c'est comme le référendum en fait, c'est là où je peux faire l'analogie. C'est ouais, il y a eu un référendum piétiné, et alors? Bah alors, on n'est plus en démocratie. Ouais, et alors? Et en fait, c'est le totalitarisme, si tu veux, il avance masqué. Alors là, je dis pas ça pour tous les masques qu'on nous a foutus sur la gueule, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'ils vont pas dire, bah voilà, on est des staliniens, en fait, on veut vous écraser la gueule, on veut garder le pouvoir, et puis en fait, on veut vous imposer le modèle chinois, tu vois, ils vont pas nous dire ça ouvertement. Donc, ils se cachent derrière des masques. Alors, tu as le masque antiraciste, tu as le masque antifasciste, puis tu as le masque maintenant anticomplotiste. C'est le nouveau masque parce que ces masques, ils s'usent. Tu sais que quand tu mets des masques, au bout d'un moment, il faut les changer. Sinon, c'est pas bon pour ta santé. Donc, lavez-vous les mains, les distanciations et les masques. Donc là, ils nous ont créé un nouveau masque, l'anticomplotisme. Sauf que moi, ils sont mal tombés avec moi puisque dès 2006, Libération disait de moi que j'étais un anticomplotiste. C'est con. Tu vois, donc bien avant les Rudi Reichstadt et les Tristan Mendès France. Donc en fait, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens, mais calomnier, il en restera toujours quelque chose. Et tu sais ce que disait Staline, là, pour parler des staliniens, parce que ces gens-là sont contre la démocratie, mais Staline, il disait, voilà, les mecs de droite, donc en gros ses adversaires idéologiques, traitez-les de tous les noms, et notamment de fascistes. À l'époque, c'était fasciste, c'était pas complotiste, maintenant c'est complotiste. Et donc le temps qu'ils se justifient, eh ben, ils n'argumenteront pas. Et voilà, et vous aurez gagné en fait. C'est ça la stratégie. Donc c'est empêcher, enfermer les gars comme toi et moi dans une bulle informationnelle ultra négative, donc réputation pourrie. Donc le mec qui arrive sur ta page Wikipédia, il veut savoir qui est Piero San Giorgio. Ah, c'est un facho, allez, je me casse. Moi, j'aime pas les fachos. Alors, comme je dis, Wikipédia, du coup, c'est un filtre à con. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est clair. Alors, moi, j'avais rencontré le fondateur de Wikipédia, dont le nom m'échappe, il y a longtemps, c'était en 2006-2007. Et je me souviens que l'objectif, c'était de créer un endroit où, par les pour et les contre, l'information, finalement, soit va chercher des sources pour trouver la réalité, au plus proche de la réalité, soit elle s'équilibre, puisque à force de vouloir toujours modifier, les gens s'agacent et finissent par trouver un arrangement. Mais on voit très bien aujourd'hui que c'est trusté par le nombre. Moi, je suis allé voir, par exemple, qui avait fait la majeure partie des modifications sur ma page, et parce que la Suisse est un petit pays, puis on retrouve facilement les auteurs, en fait, même malgré les pseudos, mais avec les numéros IP et des amis informaticiens, on trouve tout ce qu'on veut. Bref, c'est tous des fonctionnaires de l'État. C'est tous des gauchistes qui n'ont rien à foutre toute la journée et qui ont le temps de faire du militantisme, mais qui colportent la désinformation, en tout cas leur désir. En tout cas, ils projettent leur désir et leur cerveau malade sur les pages informatiques. Alors, à la limite, tant qu'il s'agit de la diffamation d'individus comme toi et comme moi, bon, on a les épaules larges et puis c'est pas agréable. Ça coûte de l'argent, peut-être, en manque à gagner, en perte de vente, etc. Mais là où ça devient grave, c'est quand ça influence une société vers des directions dangereuses. Et tu le montres dans ton livre. Et vraiment, j'encourage tout le monde qui nous écoute à acheter et lire ce livre. Tu montres quand même que, avec cette crise Covid notamment, mais aussi sur plein d'autres sujets, ça va coûter, et ça coûte des vies. Bien ça sûr. met en danger la population, réellement. En fait, bon, tu as la liberté fondamentale qui est la liberté d'expression déjà, qui est assassinée de plus en plus. Donc on pense toujours que on n'en a plus, mais en fait on se rend compte que si, on peut encore nous en prendre, tu vois. Et la couche anticomplotiste, c'est fait aussi pour ça. Donc là, le gouvernement français, à travers une secrétaire d'État dont j'ai entendu parler, Sonia Backès, ils annoncent comme ça le 2 novembre sur BFM. Voilà, on va faire des assises. Tu sais, les assises, normalement, c'est plus pour la justice. Donc, on est tous des prévenus potentiels, hein, déjà. On est prévenus, justement. Donc, on va faire des assises. On va réfléchir à la manière de pouvoir, de permettre aux gens, en fait, de faire de la délation. Donc là, je sais pas, c'était pas les heures les plus sombres de notre histoire. Non, en fait, là, c'est le gouvernement. Donc, vous inquiétez pas. Ah bon? Très bien. Donc, on va pouvoir mettre en place un numéro vert, peut-être, et puis peut-être un projet de loi, puis peut-être une loi, et puis voilà. Donc, en fait, c'est le même schéma qui se reproduit.
Je ne sais pas s'il y avait eu un numéro vert pour dénoncer les racistes, je ne pense pas. Donc là, il passe par cette étape. Mais enfin bon, c'est la même étape que Mitterrand avec l'antiracisme, toujours pour faire diversion de toutes ces conneries, et Oui. notamment avoir plongé le pays dans le communisme et l'immigration massive, qui est Oui. sa conséquence. Oui. Donc voilà, c'est toujours la même stratégie. Là aussi, tu as des gens qui sont les bras armés de l'État. Tu parlais des fonctionnaires. Moi, je me suis frité en ligne avec un gars qui s'appelle Débunker des étoiles. Et quand on creuse un peu, ce mec-là, il est fonctionnaire, je crois, dans le ministère de la Justice. Bon, mais c'est un hasard, hein, bien sûr. Et donc, on ne va pas être Il y complotiste. a du temps libre, en tout cas. Voilà. Et donc, ce mec-là, il dit, moi, je gagne rien avec mon activité. Hein. C'est sûr, il est fonctionnaire, il n'a pas besoin. Et donc, il relaie ma page Wikipédia, justement, et il dit, regardez, Jean Robin, hein, c'est un salaud, vous avez vu? Sa page Wikipédia dit ça. J'étais vraiment avec les grands yeux, parce que même moi, on n'a pas osé. On a dit associé à l'extrême droite. Mais toi, on met carrément fasciste. Ah ouais, mais moi, parce que le nouvel observateur, hein, qui est vraiment objectif, comme chacun sait, notamment avec les militants de droite comme moi, ils m'ont traité de néo-facho, sauf que dans ce dossier de 2012, tu vois, parce que j'étais proche de Oscar Freisinger, bon, je l'avais interviewé, automatiquement, je suis proche de lui, puis en plus, il prône la démocratie directe, un truc fasciste, je t'explique pas. C'est connu. Hitler adorait ça. Ah, il adorait. Et donc, le nouvel observateur a décidé que Jean Robin était un néo-facho, au milieu d'une dizaine de personnalités qui ne sont même pas traitées de néo-fachos sur leur propre page Wikipédia à cause de ce dossier, mais moi si, tu vois, c'est m'arranger un traitement de faveur, je sais pas d'où ça vient. Donc ça, c'est la beauté de Wikipédia, tu vois, c'est évolutif, c'est je sais pas quoi, enfin, c'est de la merde, hein, pour être très clair. On n'a aucun, donc on est pris en fait. Et alors Mila, tu vois, c'est ce que je disais dans une vidéo. Mila, alors là, il faut condamner parce que c'est une petite jeune LGBT, donc là, faut pas toucher. Mais c'est très bien, moi je soutiens Mila évidemment et je suis contre le harcèlement, il faut être évident. Mais Jean Robin, c'est un facho d'extrême droite, blanc, de plus de 40 ans, tu vois, donc je suis vraiment dans la cible. Là, Et puis je révèle beaucoup de choses sur le pouvoir, Mila, elle révèle rien du tout. C'est ça la différence aussi. Aussi. Alors, alors là, tu parles donc de ces délires des anticomplotistes. Comment tu définis. Parce qu'il y a aussi des délires complotistes, on doit être d'accord là-dessus. Après, chacun a son complotiste et chacun le complotiste d'un autre. Mais justement, comment définir le complotisme d'abord? Ben justement, je commence le livre par ça, parce qu'il faut commencer par le commencement, la définition du mot. Or, on se rend compte que les anticomplotistes eux-mêmes ne sont pas d'accord sur la définition du mot complotisme. Les gens sérieux, que j'estime moi sérieux comme Pierre-André Taguieff, le définissent de manière très stricte. Et ils le limitent très souvent à l'antisémitisme. Parce qu'en effet, dans l'antisémitisme, il y a un phénomène de complotisme. C'est tout de suite, on voit les juifs partout alors qu'ils sont souvent nulle part. C'est vrai. Bon, mais ça c'est très bien et c'est très juste. Sauf que Pierre-André Taguieff, bah déjà il est de droite et puis on l'entend jamais. Il est c'est un peu un ours, il est dans sa grotte et voilà. Par contre, ceux qu'on entend tout le temps, c'est ceux comme les Rudi Reichstadt, les Tristan Mendes France, les Julien Pain, les Thomas Huchon, enfin la liste est très longue, les Caroline Forest, qu'on voit tout le temps, et eux, ils ont élargi la définition du complotisme pour y faire rentrer tout un tas de trucs. Dès lors que tu dis quelque chose qui dérange un peu le gouvernement, hop, c'est peut-être complotiste, tu vois. Ah bon, mais quel rapport? Bah, si, en fait, voilà, on va te coller cette étiquette, et c'est bien pratique, en fait. Parce que, en réalité, ces gens-là sont des bras armés du gouvernement, ils sont payés par des médias publics, donc en fait... Par vos impôts. Contrairement aux complotistes, hein, évidemment ça existe, mais les gars, ils postent des postent des posts Facebook likés 300 fois. Là, j'ai des chiens qui se battent derrière, c'est pas grave. Ils postent un truc, tu vois, sur un peu le symbole du complotiste aujourd'hui, c'est un peu Silvano Trotta, tu vois, le mec qui pense qu'il y a des reptiliens, qu'il y a une creuse et tout ça. Il peut dire des vérités par ailleurs, mais c'est un peu le symbole. Silvano Trotta, franchement, c'est quelle menace pour la France? Franchement, c'est rien du tout. Par contre, ces mecs-là, qui sont au sommet de l'État, qui sont financés par nous, hein, pas par toi, mais par moi en l'occurrence, et par tous les gens, qu'ils le veuillent ou non. D'ailleurs, Tristan Mendes France l'a reconnu récemment. Oui, je suis payé en partie sur argent public. Bon, bah, à ce moment-là, pourquoi vous faites une telle propagande? Parce qu'au bout d'un moment, les mecs sont d'extrême gauche. Tristan Mendes France, c'est un peu... je le mets plus en avant que Rudi Reichstadt dans le bouquin, parce que Reichstadt, c'est vrai qu'on s'acharne un peu sur lui, mais en fait, Mendes France, c'est le mec qui est vraiment un militant politique. Il était à Ralfron. C'est un militant pro-avortement ultra, donc c'est très très orienté politiquement, beaucoup plus que Rudi Reichstadt, qui a été pris, lui c'est un fonctionnaire, voilà, il a été pris sous l'aile de Mendes France et de Caroline Forest, mais c'est un mec comme Mendes France incarne beaucoup plus, tu vois, je veux pas dire de choses un peu diffamatoires, mais voilà, pour moi,
On C'est n'attaque un pas sur le stalinien. physique. On a dit qu'on Non, n'attaquerait non, pas c'est sur pas le physique. physique. Non, non, je parle des staliniens. Bon, pour moi, c'est pas diffamatoire. Pour moi, c'est un stalinien. Il refuse. Tu vois, j'ai envoyé des questions à une dizaine de personnalités, dont Mendes France, Forest et tout ça. C'est normal, c'est la pratique journalistique normale. Eux aussi, ils envoient des questions à des gens, tu vois. Aucun n'a répondu. Bon, et puis généralement, quand tu creuses, ils sont contre le débat. Personne ne débat parmi ces gens-là. Ils sont entre eux, ils restent entre eux, ils font des émissions entre eux où ils se valident entre eux. Donc, Et ils d'ailleurs, critiquent Soral parce qu'il reste sur son canapé tout seul, mais eux font la même chose en fait. Il y a beaucoup de similitudes que je relève dans le livre entre complotistes et anti-complotistes en fait. c'est pas faux. D'ailleurs, tous ces gens qui viennent justement de la fonction publique ou assimilés ou qui sont avec des fromages de la part de l'État, en fait, j'en ai découvert évidemment la plupart parce que je n'habite pas en France, donc je suis pas et je n'écoute ni la télé ni la radio évidemment. Et Tu n'as pas cette chance. j'ai pas cette chance. Mais je découvre que la plupart de ces gens en fait n'ont aucun achievement, comment dire, n'ont rien fait dans leur vie, n'ont rien réussi. Ils ont été voilà, c'est juste parce qu'ils sont là et ils sont probablement dans les bons cénacles, les bons cercles, et probablement ils sont dans les bonnes familles bourgeoises de gauche, que finalement, ben, par la force des choses, ils sont là et ils s'arrogent le droit de juger des gens qui bossent, qui font un travail. Alors, et surtout, et c'est ça qui m'agace, alors je vois que dans le livre, tu fais vraiment le travail factuel et très pointu, c'est que ce n'est pas que voilà, quelqu'un qui aura un argument complètement fou ou simplement audacieux, tu peux le confronter à des faits et tu peux, j'aime pas le mot débunker parce qu'il n'est pas français, mais tu peux prouver ou non, ou poser simplement le doute. Mais eux, voilà, ils balayent d'un revers de la main parfois des travaux extrêmement pertinents, extrêmement recherchés, avec du travail de recherche, avec des faits, et ils balayent ça et ils détruisent la réputation, enfin ils essayent de détruire la réputation des gens. Après la vérité, elle remonte souvent à la surface quand même, mais parfois trop tard, et parfois avec, comme on le voit depuis 2 ans, avec des morts à la clé. Il y a beaucoup de mortalité en ce moment. Et donc ces gens, finalement, n'ont pas de compte à rendre, n'ont pas de... Il n'y a aucune vérification et surtout, ils ont une méthodologie qui est inexistante. Il n'y a pas de science derrière, il n'y a pas de méthode. C'est juste, lui, je l'aime pas, j'aime pas ce qu'il dit, dehors. Et ça ressemble beaucoup à du totalitarisme, en fait. Bah, je cite dans le livre beaucoup d'exemples. Alors, tu as par exemple l'histoire de l'affaire Mamadou Gassama, tu sais, où Berkoff a été mis en cause parce qu'il disait que c'était pas possible, ou en tout cas, lui, il a fait son boulot de journaliste. Il faut reconnaître, il a invité des scientifiques qui peuvent être spécialistes du domaine parce que bon, ils sont pas spécialistes de Mamadou Gassama, tu vois, mais ils sont spécialistes de la chute des corps et machin. Il leur demande alors est-ce que c'est possible? Et les gars lui disent non. Ensuite, il interviewe un témoin, donc il fait le boulot. En face, il y a un documentariste où il y a voilà, il interviewe Rudi Reichstadt qui dit non, c'est complotiste. Ah bon, mais c'est quoi votre preuve? C'est quoi? Enfin, je veux dire, enquêtez. Les gars, non. En fait, ce sont des paresseux. Autre exemple, tu vois, autre exemple, c'est le P4 de Wuhan. Alors ça, en plus, on est sur mon domaine de compétences, parce que en plus, moi, tu vois, j'ai creusé cette histoire, et c'est ça qui m'a fait venir au délire des anticomplotistes. Je me dis, c'est pas possible. Ces gens-là sont en train de prendre une importance folle. Donc, dans l'histoire du P4 de Wuhan, le 28 mars 2020, Rudi Reichstadt, avec le Conspiracy Watch là, et la Fondation Jean Jaurès, publient je sais pas comment, un sondage débile où ils disent voilà, il y a 25% des Français qui pensent que le P4 de Wuhan est à l'origine du virus. Et bien ça, c'est une thèse complotiste. Ah bon? Donc il conclut, tu vois. Alors Alors, qu'au même moment, moi j'enquêtais et j'étais en train de découvrir que c'était l'origine du virus, si tu veux, mais j'étais traité du coup de complotiste. Mais ces gens-là, en fait, ne se s'amentent jamais. Ils reconnaissent vraiment du bout des lèvres quand ils se sont trompés et puis ils passent à autre chose. En fait, il n'y a pas de remise en question. Et surtout, c'est pas scientifique, comme tu disais. Ils vont pas faire leurs recherches, pas des enquêteurs. C'est juste des gens qui sont là pour coller des étiquettes complotistes, voilà, la plupart du temps. souvent, probablement, ils obéissent au pouvoir qui les a mis là, qui a son agenda, et qu'ils utilisent cette machinerie, cette officine qu'ils ont créée avec des gens assez, pour en avoir écouté un ou deux comme ça, pour me préparer cette émission. Et je crois que j'ai croisé Rudi Reichstadt à Genève à un salon du livre il y a quelques années. Ça n'a pas l'air des gens qui sont brillants ou qui réussiraient dans le privé de manière fulgurante, autrement que par du népotisme.
Alors, je découvre dans ton livre aussi les zététiciens. Genre, je ne savais même pas ce que c'était. C'est quoi les zététiciens? Bon, bref, ces gens-là, c'est qui? Alors, les zététiciens, bah, tu connais un des fondateurs de la zététique en France, c'est Paul-Éric Blanc-Rue. Ah, d'accord. Voilà. Je ne connais pas personnellement, mais d'accord. Non, mais je veux dire, tu as entendu parler. Et après, donc lui, il s'est retiré avec son histoire de Forisson, là, parce qu'il s'est rapproché de Forisson, après il s'en est éloigné. Bon. Mais la zététique, c'est un truc qu'on veut nous faire croire comme étant une nouvelle science, tu vois, créée par différentes personnalités que je cite dans le livre. Mais aujourd'hui, c'est un peu une école de pensée. Tu vois, Thomas Durand, par exemple, c'est la tronche en biais. Donc il se met en avant, mais il se fait bâcher par Brice Perrier, journaliste qui a enquêté lui aussi sur le P4 de Wuhan. Donc ils sont invités sur le plateau de Frédéric Tadéry sur RT France, et je relate cet échange parce qu'il est un peu symbolique, si tu veux, de toute la connerie de l'anticomplotisme quand il est poussé à son délire. Hein. Il faut de l'anticomplotisme, mais sérieux. Quand tu as un Thomas Durand qui vient parler d'un sujet et qui n'a pas lu le papier principal scientifique sur le sujet, Brice Perrier lui dit, mais alors, vous n'avez pas lu le papier principal, comment vous pouvez être sérieux? Ah oui, bon, je ne sais pas. Et puis derrière, Brice Perrier explique que le complotisme, ou l'anticomplotisme en l'occurrence, est instrumentalisé pour dédouaner un truc, c'est-à-dire que Peter Daszak, qui est collabo du P4 de Wuhan, il collabore avec, il est payé, et il vient publier dans le Lancet une étude bidon pour dire ah bah, quiconque dit que ça vient du labo est un complotiste. Preuve, hein, mon slip, comme dirait Tristan Mendès France. Donc, Thomas Durand, grand zététicien devant l'internel, prend ça pour argent comptant, tout comme Rudi Reichstadt, tout comme tout le monde en fait, parce que ça a été repris après dans toute la presse. Et ça, c'était pour tuer l'idée que l'État français était mouillé, parce que c'est l'État français qui a fourni le P4, d'accord, et que la Chine était à l'origine du truc. Donc en fait, voilà, les deux seuls pays où aujourd'hui on nous parle encore de pandémie, de tests PCR et de vaccins, hein, au passage. Alors, est-ce que c'est un signe, parce que effectivement, tu as ce deuxième livre, c'est une encyclopédie redonne-moi le titre, parce que celui-là, je l'ai pas encore lu. Encyclopédie des fake news des grands médias français. Est-ce que finalement, c'est pas un symptôme, parce que quand on est dans le vrai, et j'ajouterais le beau, le juste, quand on est dans le vrai, on n'a pas besoin de vérifier qui n'est pas d'accord, qui a des théories. On fait ce qu'on a à faire et on avance. Est-ce que tout ceci n'est pas un symptôme d'une société qui est en train de mourir, qui se délite, et finalement de la terreur que commencent à avoir les élites, ceux qui ont finalement des... Alors c'est peut-être très complotiste ce que je dis là, mais ceux qui ont finalement qui ont parti et qui gagnent beaucoup d'argent dans ce monde-ci, ils sont terrifiés que ça va s'arrêter et que peut-être on viendra leur demander des comptes. Ça c'est encore une autre histoire, on verra, mais finalement, ils essaient de verrouiller au maximum et que ça tienne le plus longtemps possible. Point d'interrogation, je ne sais pas. Non, mais je pense que c'est ça. C'est-à-dire que moi, ce que je démontre dans cette encyclopédie, c'est que les médias, les grands médias, sont les plus gros producteurs de fake news. Et donc, parce que, si tu veux, l'idéologie qui domine depuis longtemps maintenant, c'est le communisme. Et la base du communisme, c'est le mensonge. D'accord? Donc, on l'a bien vu pendant la pandémie. Je veux dire, les masques, il faut les mettre, il ne faut pas les mettre, enfin, etc. Donc ça, je ne reviens pas là-dessus. Donc, toutes ces fake news-là, il faut en faire diversion, tu comprends? Et donc, il faut désigner les réseaux sociaux. Hein, le petit mec qui fait un tweet, qui est retweeté 20 fois. Ah, salaud! Et tu as l'AFP actuel, factuel, qui va faire tout un article sur un mec qui a fait un tweet qui a été retweeté 20 fois, en disant non, c'est faux, parce que machin. Mais évidemment, le mec est un taré. Donc, en fait, ça, c'est la technique de l'amalgame aussi, c'est très fort. Ouais. Il t'amalgame là récemment dans l'affaire François Berkane-Daoust. Tu as Rudi Reichstadt qui, sans blague, a fait un tweet en disant « Regardez, Démocratie participative, qui est un site nazi, machin, a dit du bien de François. Donc, hein, concluez-en ce que vous voulez. » Bah ouais, sauf que cet amalgame-là, moi, je peux le faire avec les anticomplotistes aussi, puisque Marc-Édouard Nab, qui est un antisémite revendiqué, est sur la même position que Rudi Reichstadt et Tristan Mendès France. Alors qu'est-ce qu'on en déduit, Rudi Reichstadt? Bon. Donc voilà où ça mène leur logique, c'est-à-dire que c'est un bras armé de l'État, c'est la propagande, mais avec le bien, tu sais, le totalitarisme, c'est toujours le bien, c'est le camp du bien. Donc nous, on est les anti-complotistes, vous êtes les complotistes. Nous, on est l'anti-extrême, observateur des extrêmes, vous êtes les extrémistes. Ah bon? Mais nous, on s'attache aux faits, justement. Donc il faut revenir à la vérité. La solution pour sortir de tout ça, c'est de revenir aux faits et à la vérité. Et moi, je dirais même à Jésus, parce que je suis chrétien, mais bon, tout le monde n'est pas obligé. Hein. Enfin, voilà. Non, mais c'est tout à fait intéressant. Et puis, cet amalgame qui est fait, moi je l'avais remarqué il y a quelques années, tout d'un coup est sorti un peu après le 11 septembre, où il y a quand même des zones très troubles.
pour un peu noyer le poisson, on a sorti la Terre plate. Et la Terre plate, bizarrement, a été mise en avant par les algorithmes YouTube, par beaucoup de médias, et très vite, l'amalgame, c'était, dès que tu disais, mais c'est quand même bizarre cette histoire de 11 septembre, ou quelles que soient les autres bizarreries sur lesquelles il peut être légitime d'enquêter, je me dis, oui, c'est un peu comme la Terre plate, et hop, et qui est absolument délirante, et qui est un truc extrêmement délirant, qui est facile à prouver, parce qu'à la fin, c'est comme la méthode scientifique. C'est très simple de prouver quelque chose comme faux, ou alors on ne sait pas, et à ce moment-là, on fait des recherches. Mais lorsque on laisse le doute et qu'on amalgame des théories sérieuses à des théories complètement farfelues, eh bien, on tente de discréditer, et en tout cas, le temps passe, et ensuite on oublie, et les avantages des tenants du pouvoir se maintiennent. Je pense que la Terre plate, je n'ai pas creusé, sans jeu de mots, mais par contre, ce que j'ai creusé, c'est qu'il y a beaucoup de théories complotistes qui viennent au départ des grands médias. Moi, mon premier sujet d'enquête, il y a 17 ans, c'était Ardisson. Oui. Et Ardisson, c'est le premier à avoir invité Thierry Meyssan et tous ces délires sur le 11 septembre quand même. Donc c'est ensuite ça qui a lancé un peu le phénomène dont on nous dit aujourd'hui que c'est les réseaux sociaux. Alors, ça fait doucement rigoler. Le négationnisme, c'est pareil, c'était lancé par les grands médias. Yvan Levaille sur TF1 et Le Monde et même Libération dans les années 79-80. Bon, on pourrait parler de la pédophilie, etc. Ça, c'est autre chose. La pédophilie, j'en parle aussi parce que tu as les vrais complots et les faux complots d'après eux, tu vois. Alors, la pédophilie d'État, ça n'existe pas. La pédophilie d'élite, c'est une fantasmagorie, a dit Tristan Mendès France, ça veut dire que ça n'existe pas. Un fantasmagorie, c'est un fantasme, donc, ah bon. Alors, tout ce qu'on voit toute la journée, bon, c'est même rapporté dans les médias. On n'en a jamais vu. Non, voilà. Et alors, par contre, la pédophilie dans l'Église catholique, alors là, ça existe. Alors là, il faut l'enquêter dessus, etc. Systématique. Voilà, donc on voit à peine leur biais idéologique, tu vois, mais vraiment à peine, et donc c'est risible. Mais le problème, c'est que ces gens-là sont au pouvoir, et donc ils ont une capacité de nuisance qui est infiniment supérieure même à Silvano Trotta, tu vois, ou à Aberkan, qui sont des complotistes, comme on les appelle, qui ont beaucoup de pouvoir aujourd'hui, soi-disant. Ah bon, mais c'est pas Aberkan qui fait les lois en France. D'ailleurs, il est en Suisse. Donc, c'est pas Berkoff, c'est pas François qui nuisent aujourd'hui le plus, en tout cas, à la démocratie française. Eux, ils donnent plutôt la parole à des gens qui ne l'ont pas. Donc, c'est plutôt sympa. Après, on peut être d'accord ou pas, tu vois, on peut débattre, mais normalement, c'est ça la démocratie. Ah non, il faut les tuer idéologiquement, réputationnellement. Je suis désolé, ça ne marche pas. Voilà. En tout cas, et parce que j'ai envie de rebondir et pour terminer sur un autre thème, mais qui est vraiment intéressant, j'encourage vraiment tous ceux qui nous regardent de lire ce livre, Le délire des anticomplotistes. En fait, c'est un livre qui est assez drôle en plus. Enfin, évidemment, c'est un sujet sérieux, mais c'est assez drôle de voir les attaques, les folies de ces gens. Parce que, et il faut pleurer si vous êtes français, parce que c'est avec votre argent qu'ils font tout ça. Et ça me fait... alors là, on peut parler de théorie, parce que la théorie, c'est quelque chose... C'est un postulat qu'on va vérifier ou qu'on va montrer comme étant faux. Donc ça fait partie d'un processus qui est sain. Proposer... Voilà, on ne va pas parler des reptiliens, mais par exemple, je ne sais pas, lorsque un marxiste va dire... j'ai une idée d'un complot, j'ai une théorie du complot, les bourgeois tous les matins se mettent d'accord pour exploiter le prolétariat et le maintenir, alors que dans les faits, tu vois que les salaires augmentent, que la concurrence fait que les conditions de travail, certes, il y a eu des moments où elles étaient très dures, mais elles se sont améliorées, un peu par la revendication des ouvriers, mais beaucoup parce que les patrons étaient en concurrence entre les différents pays, entre les différentes industries, etc. Et que pour garder tes ouvriers, tu dois augmenter leurs conditions, tu me donnes des assurances, des vacances, un meilleur salaire, etc. Bref, donc le complot des marxistes, le complotisme des marxistes, c'est très fort. Ça, j'en parle, mais justement, si je peux rebondir là-dessus, j'en parle dans le livre, c'est-à-dire que c'est un complot qui n'est jamais dénoncé par les anticomplotistes, bizarrement, parce qu'en fait, ils sont tous marxistes. En fait, tu les prends, ils sont tous de gauche ou d'extrême gauche, soit revendiqués carrément, comme Mendès France ou Caroline Fourès, soit plus implicite. Mais c'est ça le truc, c'est pour faire diversion du complotisme de gauche. Je prends par exemple l'exemple de BlackRock à un moment. Dans tous les médias, tu avais BlackRock fait pression sur le gouvernement pour faire passer la retraite par capitalisation.
Ah bon? C'était dans tous les médias. Alors ça a commencé par l'Humanité, ce qui est un peu un signe, hein. L'Humanité, je rappelle, le quotidien communiste. Oui. Tous les médias dans la roue de l'Humanité ont repris un truc délirant. C'est du complotisme. Il n'y a aucune retraite par capitalisation en France. C'est interdit. Il n'y en aura jamais, à mon avis, tant qu'il y aura des communistes au pouvoir. C'est pas grave. C'était dans tous les médias et même les Échos. Je cite les Échos. T'imagines le truc soi-disant ultra-libéral. Et ça, les anticomplotistes, ça n'existe pas, tu vois. Non, ils dénoncent pas. Bah, pourquoi? Bah, c'est intéressant. Ouais. Parce que ça va dans leur sens. Donc voilà. Alors, je t'ai entendu récemment, parce que je suis abonné à ton Patreon, et le contenu est... Alors, il y a beaucoup de contenu, je suis très en retard, souvent, je garde les fenêtres ouvertes sur mon ordinateur, mais j'écoute celle qui m'intéresse le plus en premier. Et tu avais récemment une analyse que j'ai trouvée extrêmement originale sur les tensions qui existent aujourd'hui en Chine et qui pourraient expliquer pourquoi, en fait, la Chine, de manière assez absurde a priori, a maintenu ces mesures anti-Covid qui sont inutiles et délirantes, mais qui peut-être, dans un esprit retors de celui qui veut identifier les opposants pour ensuite les écrabouiller, et en sachant très bien que les États-Unis, peut-être, ou d'autres puissances, essayent également d'attiser une sorte de révolution colorée. Bon, en tout cas, je leur souhaite bonne chance en Chine parce que l'appareil répressif, il est juste rodé depuis ça fait combien la Chine? 40, ça fait 70, 73. 70 ans? 73. C'est quoi, 49, hein, c'est ça la Chine? Ouais. Et donc, tu as émis une hypothèse vraiment intéressante. Ouais, en fait, donc les États-Unis, déjà, ils n'ont plus du tout d'agents en Chine depuis que sous Obama, la plupart des agents de la CIA ont été identifiés, retournés, etc. On ne sait pas d'ailleurs si c'était pas fait exprès par l'administration Obama, qui est très pro-communiste. Divulguer une liste par erreur, je crois, hein, c'est ça? Voilà, et il s'est passé plein de choses, et du coup, il y a quasiment plus d'agents américains en Chine. Et c'est une société très fermée, c'est une société ultra fliquée, donc tu ne peux pas bouger un orteil en Chine sans que ça se sache. Et là, leur stratégie, à mon avis, dans cette histoire de zéro Covid, bon, c'est multifactoriel, mais un des buts du zéro Covid, c'est effectivement de pousser les gens à bout pour que, au bout d'un moment, ils aient envie de sortir et dire on en a marre, arrêtez vos conneries, tu vois, logique. Sauf que même ça, ils n'y arrivaient pas. C'est-à-dire que depuis des mois qu'il y a zéro Covid, il n'y a personne qui osait sortir, tellement la répression est totale. C'est-à-dire que les mecs, ils ne vont pas aller au goulag, ils ne veulent pas aller au goulag. Donc, ils ont dû, selon moi, faire sortir des gens de chez eux, du Parti communiste chinois, qui représente 95 millions de membres, hein, quand même. Donc, ils ont des gens avec eux. D'ailleurs, on a vu des gens avec des drapeaux du Parti communiste chinois en tête des cortèges. Donc ça ne trompe pas. Et ils ont été rejoints par plein de gens, des vrais dissidents, là, pour le coup, qui ont commencé à hurler à bas Xi Jinping, à bas le PCC. Sauf que là, c'est dommage parce que tu es filmé et donc on peut te retrouver. Et même si tu as mis un masque ou je sais pas quoi, on te retrouve. Et ça sort en ce moment là dans le New York Times. Il y a un papier ce matin qui dit voilà, on m'a identifié. Alors j'avais mis un masque parce que ma géolocalisation de mon téléphone et parce que je sais pas quoi, parce que tu es obligé d'avoir un téléphone en Chine, tu peux pas faire sans téléphone. Donc tout ça, il me semble, c'est bien vu pour tuer dans l'œuf la moindre dissidence. Mais après, ça c'est complotiste d'après les anti-complotistes. Mais c'est intéressant parce que voilà, tu émets une hypothèse. C'est une hypothèse qui me paraît la plus intelligente que j'ai entendue cette année, depuis qu'ils ont ces mesures, parce que honnêtement, elles n'ont pas de sens. D'un point de vue économique, elles heurtent la Chine, autant qu'elles heurtent aussi le reste du monde, mais elles heurtent la Chine. Elles n'aident pas à consolider le pouvoir du pays, a priori, justement, à moins que, il y ait cette hypothèse. Alors, toi qui travailles en tant que journaliste, moi je ne le suis pas. Moi, je ne m'astreins pas aux règles que toi, auxquelles tu t'astreins. Quel serait ton processus pour justement passer d'une thèse, d'une théorie, à éventuellement la preuve et ensuite en faire un postulat vraiment affirmé? Alors, en tant que journaliste, on travaille comme, je sais pas, un avocat, un juge, ou tu vois, il y a une scène de crime, donc on va commencer à chercher des indices. Et puis après, ces indices, si on en a un certain nombre convergents, eh bien, ça va devenir des preuves. Surtout si on n'a pas d'indices qui vont dans le sens inverse. Donc on regarde un peu partout. Il ne faut pas tomber dans le biais de confirmation. Donc là, c'est pour ça que je te dis, ça c'est sur cette histoire de zéro Covid, c'est qu'en mai 2022, il a été révélé par les dissidents chinois une réunion secrète dans le Guangdong, qui est une province de Chine, où des hauts responsables de l'armée
et du Parti communiste chinois étaient en train de comploter, n'est-ce pas? Là, c'est avéré, pour mettre en place des navires de guerre à très grande échelle. Alors, on ne sait pas encore si c'est pour Taïwan ou si c'est pour aller plus loin. Donc, ils sont en train de faire passer la Chine et les Chinois d'un état de paix relative, tu vois, où il peut y avoir du capitalisme, justement, des échanges commerciaux où les Chinois se sont enrichis, la fameuse libéralisation, entre guillemets, hein, par Deng. Mais en fait, c'était la même que sous Lénine avec la NEP, donc ce n'était pas vraiment une libéralisation. Mais ça en a les apparences, et puis ça a sorti beaucoup de Chinois de la pauvreté. Donc, le Parti communiste chinois a été renforcé. Sauf que maintenant, c'est terminé, tu sais, c'est Staline qui prend la suite de Lénine, qui referme tout. Là, c'est Xi Jinping qui referme tout ce qui a été fait depuis Deng Xiaoping pour faire passer le pays d'un état de paix à un état de guerre. Parce que tu ne changes pas 1,3 ou 1,4 milliard de personnes comme ça du jour au lendemain. C'est un énorme paquebot qu'il faut changer comme ça. Et le zéro Covid, à mon avis, c'est pour ça. C'est que les gens, tu leur fais perdre leur boulot, s'ils ont une petite boutique, ou si voilà, tu les fais rentrer soit dans l'armée, soit dans l'agriculture, parce que là, il faut vraiment bouffer. Ce qui est le projet chinois depuis 3000 ans. J'ai analysé pour les souscripteurs un livre du prince Shang, c'est exactement ça. C'est valoriser d'être, c'est intéressant hein, parce que c'est valoriser d'être pour l'agriculture ou pour la guerre et dévaloriser d'être pour le commerce ou pour les études intellectuelles. Ça depuis 3000 ans en Chine, donc ça prédate le Parti communiste chinois, c'est dans leur culture vraiment très ancré. Et là, ils y reviennent très facilement avec Xi Jinping, mais avec en plus la couche du communisme, tu vois. Donc c'est la totale. Et ils leur disent préparez-vous à la guerre, préparez-vous à la guerre, préparez-vous à la guerre. Donc moi, je vois ça, si tu veux, ça fait tellement d'indices, ça fait plus que des indices. Là, on est dans les preuves, avec en plus l'attaque biologique. Et là, tu relis les points. Au bout d'un moment, voilà. Je veux bien qu'on me traite de complotiste pour relayer des points, mais je rappelle que c'est la base de l'intelligence économique aussi. Donc à ce moment-là, l'intelligence économique, c'est une science complotiste. Tout à fait. Voilà. Et jusqu'au bout du truc, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, ce livre donc, que tu avais commenté m'avait donné l'envie de me replonger, parce que je connais mal l'histoire chinoise, et j'ai pu découvrir que c'est un pays qui, s'il n'envahit pas vraiment beaucoup ses voisins, il est quasiment en guerre constante contre sa population depuis effectivement 3000 ans. Et que les révoltes, parce qu'il y en a régulièrement, et des grandes révoltes, elles sont généralement matées, mais dans des massacres. Alors pour le coup, Wikipédia dans l'histoire a encore des choses factuelles. Donc si vous allez sur Wikipédia, on ne devrait pas leur faire de la pub, mais enfin, si vous faites les plus grands massacres de l'histoire, vous tombez très très vite sur des massacres chinois, mais même très anciens, en 600 avant Jésus-Christ, en 400 après, bon, sans parler des guerres civiles comme la révolte des Boxers et d'autres, qui ont fait des millions et des millions de morts. Elles sont extrêmement brutales et les répressions sont impitoyables. Et on sent que l'élite chinoise, à toutes les époques, quelle qu'elle soit, parce qu'elle a parfois été manchoue, parfois elle a été mongole, parfois elle est terrorisée de son propre peuple en réalité. Et donc, il y a une volonté de le contrôler. Et donc, ta thèse que j'écoute depuis plus quelques années maintenant, sur cette volonté d'avoir utilisé l'économie libre pour avancer le pays, faire un grand bond, pour un vrai grand bond en avant pour le coup, pour ensuite reprendre le contrôle et d'utiliser cet avantage pour des gains politiques ou militaires ou autres, ça a tout à fait du sens. Et je donne rendez-vous à nos spectateurs. Je pense que tu vas relayer à tes abonnés ou même en public cet entretien. Je le mettrai en public. Janvier, j'aurai terminé, je pense avoir terminé après la nouvelle année, le fameux livre de Golitsyn, Des mensonges. Le titre, c'est Des mensonges pas si nouveaux. Voilà. Et ce livre va me fasciner parce que je ne pense pas que le même processus soit en cours en Russie, mais je peux me tromper. Et donc, je vais lire ce livre pour pouvoir en débattre avec toi. En revanche, ce processus en Chine, moi, il me paraît clair. On va voir jusqu'où ils veulent aller. Mais en tout cas, ta thèse sur ce qui s'est passé cette année, qui était incompréhensible pour moi, eh bien, elle me paraît très pertinente. Et donc, à creuser. Voilà. C'est ça dans l'enquête. Tu as Golitsyn qui vient se rajouter là-dessus et tu vas voir que effectivement l'URSS c'était le modèle de départ. C'est là où ça a commencé. Et dans fin des années 50, ils ont eu ces réunions des 81 partis communistes mondiaux. Ils ont établi cette stratégie à long terme qu'on est en train de voir pour la phase finale, c'est-à-dire l'alliance dans le but de renverser l'Occident pour l'établissement d'un gouvernement mondial. En tout cas, comme on voit avec le Parti démocrate et tous ces papiers qui sortent
sur leur délire interne, leur corruption incroyable, etc., et leur financement aussi par effectivement le Parti communiste chinois. On voit que cet investissement à la fois, ce mélange d'investissement politique, économique et de corruption à travers le monde entier est vraiment impressionnant, et tu le relates dans ton trimestriel chronique de la Troisième Guerre mondiale, qui est vraiment intéressant. Et oui, nous sommes en guerre mondiale, et c'est à la fois fascinant et un peu flippant. Mais enfin bon. Donc, la guerre de l'information, là où on peut se réjouir, c'est que ce n'est pas une guerre mondiale pour l'instant où on nous met dans des camps, on nous enferme juste chez nous, tu vois. Ça, c'est la première étape. La deuxième, effectivement, là, ça commence en Chine. D'ailleurs, on voit des bus, je ne sais plus, c'était dans le Guangzhou. J'ai mis ça sur mon Twitter parce que c'est impressionnant. Tu as des bus de milliers de gens qui sont emmenés dans des centres de quarantaine, qu'ils ont construits très vite, des 90 000 places en 15 jours. Ces mecs-là sont des dingues. Si tu donnes les nouvelles technologies à Hitler, c'est un peu ce qui peut se passer. Donc, à mon avis, ce qui va arriver, donc c'est soft, tu vois, au début, parce qu'ils ont compris que Staline, ça marche pas en fait. Staline, au bout d'un moment, dit les staliniens, tu vois. C'est pour ça les anticomplotistes, c'est pareil. Ils y vont pas trop bourrins. Ils y vont soft, ils se réclament de la vérité, des faits, des machins. Mais au final, si on appelle à la délation des gens, si on appelle à leur... je veux dire, on les tue réputationnellement sur Wikipédia ou ailleurs. Et puis ça reste. Moi, j'ai 50 personnes qui viennent sur ma page Wikipédia tous les jours. Je ne suis pas quelqu'un de très connu, mais ça représente 50 personnes potentiellement qui étaient intéressées par mon travail. Donc sur l'année, tu calcules, et puis depuis 2008, tu calcules. Et là, tu vois que Jean-Robert, en fait, on l'a enfermé dans une cellule informationnelle. Il y a beaucoup de en France qui sont intéressés par ce que tu fais. Il faut croire. Alors peut-être ça m'a fait de la pub, au contraire, j'en sais rien. Mais quand je vois mes ventes de livres, malheureusement, non. C'est plutôt le contraire. Il faut que les gens qui lisent tes livres en parlent autour d'eux. C'est vrai que parfois, j'ai des gens qui disent « Ah, j'ai adoré ton roman, je l'ai prêté à tous mes amis. » Je dis « Mais non, mais c'est quoi? Faut que tu leur dises d'aller acheter les livres. » Donc, achetez les livres de Jean Robin. Les délires des anticomplotistes, il est excellent, comme tous tes livres. Alors, malheureusement, tu as des détracteurs qui, je ne sais pas pourquoi, me disent toujours « Arrête de lui faire de la pub. » Non, non, moi, je trouve que c'est factuel, je trouve que c'est très, très bien. Et donc, il faut encourager ceux qui font du bon travail, en plus, beaucoup de travail. Donc, vraiment, chapeau. Et on se recroisera en janvier pour, en tout cas, pour Golitsyn. Et tu vois, des délires des anticomplotistes comme l'encyclopédie des fake news, d'ailleurs, des grands médias, moi, c'est le contraire. Tu vois, la pub, c'est vu à la télé. Moi, c'est pas vu à la télé, jamais vu dans aucun média. Non, d'ailleurs, tu étais passé dans un média, je ne sais pas si on peut dire que c'est un grand média, Sud Radio, mais en tout cas, c'est un média qui est écouté et qui est relayé. Et ta vidéo a été censurée? C'est parce que je suis copain de Berkoff. Et donc, voilà, depuis longtemps. Mais c'est tout. Et là, il m'a promis de m'inviter pour délire des anticomplotistes, mais je ne sais pas quand pour l'instant. Donc, on verra. Mais c'est le seul, tu vois. Qu'il n'hésite pas à nous inviter. Enfin, moi, je n'aime pas trop les médias, mais il me semble quelqu'un de... En plus, il était un des seuls avec moi qui avait prévu que Trump allait être élu. Et moi j'ai prévu ça en juillet 2015. Ah bah pareil, à peu près à cette époque-là. Ouais. Ben voilà, parce parfois alors des fois on se trompe. Hein. Moi, il m'arrive de me tromper. Hein. Je ne pensais pas que la guerre en Ukraine allait durer aussi longtemps. Mais bon, les paramètres changent, et donc ma grille de lecture n'était pas juste. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup. Là, c'est moi. Merci. Tu es le seul, aussi un des seuls à parler de moi, hein, à m'inviter encore. Donc, ça, c'est quand même... Je suis très honnête. J'essaie d'être le plus honnête intellectuellement possible, et quand il y a du travail qui est bon, même si c'est en dehors de mon champ d'études personnel, mais je dois élargir, parce que je veux... Ah bah, la guerre mondiale, quand même, c'est au cœur la guerre mondiale, c'est au cœur du survivalisme. Je pense aussi. Comprendre par quoi on va être bouffé, ça me paraît utile pour se préparer à survivre, même si on n'a pas immédiatement des solutions, parce que aller voter, les votes sont tous frauduleux. D'ailleurs, je me permets de te faire remarquer, puisque c'est public, que Daniel Conversano, il y a 2 jours, dans une vidéo assez vue, il a dit que le survivalisme était un complotisme. Alors peut-être tu pourrais répondre à ça dans une autre vidéo, parce que... Je ne sais pas, je n'ai pas écouté, j'ai pas le temps d'écouter tout le monde. Alors Daniel, je le connais un peu, j'ai fait la préface d'un de ses livres, je l'ai encouragé, je l'encourage volontiers. Je pense qu'il est un peu étroit enfin,
dans son truc. Après, il a le bon côté, c'est qu'il a un côté artistique, donc il essaie d'aller dans la culture, il essaye d'animer plus que simplement l'aspect ethno-différentialiste, on va dire ça comme ça, des choses. Encore une fois, ça dépend de ce qu'on entend par là. Est-ce qu'on se moque Justement, il faudrait que tu regardes sa vidéo pour que tu vois ses arguments. Moi, c'est les arguments qui m'intéressent pour que tu y répondes. Je n'ai pas regardé. Bah, j'irai regarder, puis... Non, parce que c'est intéressant. Je trouve que c'est une critique avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais qui peut être légitime. Et donc, comme ça a été très vu, à mon avis, tu peux expliquer pourquoi ce n'est pas un complotisme. J'irai voir. Mais après, c'est comme par exemple, après, il se peut aussi qu'il y ait une mécompression. Par exemple, quand tu disais que le surréalisme était une ligne Maginot, à la fin, bah, c'est parce qu'il y avait une compréhension qui était partielle, il manquait des éléments. Voilà. C'est parce qu'on a parlé tous les deux que j'ai évolué dans ma et d'ailleurs, une compréhension. partie de ta critique était tout à fait juste, parce que et il y a beaucoup de gens qui se préparent, entre guillemets, un peu comme une ligne Maginot, c'est-à-dire ma petite maison, c'est une forteresse, ta petite maison, elle sera écrabouillée si on veut vraiment la prendre. Donc le réseau, le lien avec les gens, etc. Et donc, le réseau entre gens qui ont un public, il doit se faire aussi avec courtoisie. Et quand il y a différence, on discute, puis c'est très bien. Voilà. C'est ça l'esprit, c'est ça la démocratie, hein, théoriquement. Donc, il faut pas qu'on tombe dans les pièges des staliniens, justement, et qu'on discute entre nous. Voilà. Bon, mais au moins, ça fera des gens qu'on connaît quand on sera au goulag. Oui, peut-être. Super. Pour organiser la suite. Très bien, Jean-Robin, je te laisse profiter du soleil. Ici, c'est la nuit. Et à très bientôt. Salut Pierrot. Salut.